Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième chapitre, la couche 2 du modèle OSI, liaison de données. Donc là ça y est, on attaque une couche plus intéressante, plus importante pour nous. Pourquoi je dis ça? Bien parce qu'il y a des métiers qui, je vous le rappelle, travaillent plus sur certaines couches que d'autres. On a par exemple des personnes qui travaillent sur la cryptologie, chiffrement des données, donc lié au protocole de la couche présentation. Des personnes qui vont plutôt s'occuper du développement en réseau, sans fil, les technologies Ethernet, catégorie de câbles qu'on a vu également sur la précédente vidéo, fibre optique, etc. Nous, on tend plus en tant que technicien réseau, administrateur, donc on travaille plus sur la couche liaison de données, réseau beaucoup, transport, application principalement. Néanmoins, on touche un petit peu à tout, mais les connaissances à avoir sont rapidement acquises, voilà, sur certaines couches. Alors je fais cette vidéo, cette série complète pour principalement les élèves de Bac Pro Seine et de BTS-SEO. Ça pourrait intéresser les DUT, je pense. Néanmoins, je resterai assez basique sur ces explications. Et libre à vous après, si vous vous intéressez vraiment, que vous avez déjà compris les bases, de chercher plus amples informations sur Internet. Sachez que je n'ai rien inventé également, j'ai un cursus à peu près similaire au vôtre, et que j'ai moi-même pour apprendre tout ce que je sais maintenant. J'ai dû chercher sur Internet à droite à gauche, un vrai puzzle d'informations qu'il faut regrouper pour qu'on ait du concret à la fin et qu'on puisse comprendre comment fonctionne le réseau. Donc moi, j'essaie de vous aider à assembler les pièces de ce puzzle en quelques vidéos, plutôt que de lire des pavés de cours ultra théoriques. Donc j'espère que ce sera assez clair pour vous. Et mon but, voilà, c'est que une fois que vous arrivez au BTS, ou si vous êtes déjà, je veux que ce soit ultra aise pour vous, que vous ayez des connaissances et que vous n'arrivez pas en sachant seulement faire de la conversion décimale en binaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je veux que ce soit ultra aise pour vous. Et je vais faire en sorte. Alors, au niveau du contenu, donc introduction, certaines choses importantes à savoir, quelques notions, mais tout au long de toute façon du chapitre, on verra les rôles de la couche liaison de données, les topologies, le modal duplex et full duplex, le CSMA-CD pour la gestion de collision, dont j'avais précédemment mentionné un petit peu sur la précédente vidéo, la structure d'une trame, d'une adresse MAC également. On fera un petit peu de switching pour savoir un peu comment ça se passe et avoir un petit peu de semi-pratique et un petit peu plus de concret avec tout ce qu'on a vu là. Et on verra le protocole ARP également qui est au programme des Bac Pro Seine. Alors, le modèle OSI, modèle TCP/IP, donc deux modèles qui ont été inventés dans les années 70, à peu près 70-80, début 80, et qui servent à normaliser les télécommunications, les communications entre périphériques réseaux, deux modèles qui étaient en concurrence à l'époque. Si vous voulez regarder leur historique sur Internet, n'hésitez pas, c'est assez intéressant de savoir comment ça a évolué. Néanmoins, je prendrai le modèle OSI comme référence parce qu'il sépare bien les couches, les fonctionnalités, tandis que le modèle TCP/IP, bien qu'il soit un peu plus simple, ce serait difficile pour moi de vous expliquer deux couches en une seule. Voilà. Parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont très différentes. La couche liaison de données fait des choses que la couche physique ne fait pas, mais parfois il peut y avoir des similitudes. Alors, une petite chose à savoir aussi, voilà, quand je vais sur Internet, je vais taper mon site web, qu'est-ce qui se passe? Je vais créer une requête HTTP, qui est un protocole de la couche application. Donc mon PC va descendre les couches du modèle OSI en commençant par un message de données. Ce message de données, quand il arrive à la couche présentation, il va être encapsulé dans le message de la couche présentation. Donc je mets présentation ici. Donc c'est une enveloppe que je mets dans une autre enveloppe, d'accord ? Et sur cette enveloppe, j'y mets ce qu'on appelle un en-tête, c'est-à-dire que je mets des données dessus. Donc imaginez que je mets une enveloppe, je mets une enveloppe et par-dessus, voilà, j'y mets des informations. Donc ensuite, ce message de la couche présentation, je vais faire plus simple, je mets un seul carré, donc il va être encapsulé dans un message de la couche session. Ensuite, ce message de la couche session, c'est répétitif mais c'est important.
je l'encapsule dans un message de la couche transport. Le message de la couche transport, je l'encapsule dans un message de la couche réseau. Et enfin, ça s'arrête ici, message de la couche réseau dans la liaison de données. Voilà le principe de l'encapsulation. Il y a autre chose à savoir aussi qui s'appelle le PDU. PDU. Le modèle OSI au passage, hein, c'est au programme des Bac Pro Scène, vous avez des questions là-dessus. Qui veut dire protocole data unit. Ou en français, unité de données de protocole. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement le nom suivant qu'on va donner en fonction de chaque couche. Le message de la couche liaison s'appelle une trame. C'est le PDU. Autrement dit, le PDU de la couche liaison s'appelle une trame. Le message de la couche réseau, donc le PDU de la couche réseau, s'appelle le paquet. Paquet que vous avez sûrement déjà entendu parler. Le PDU de la couche transport s'appelle le segment. Donc si jamais on vous parle de segment, vous devez savoir que ça appartient à la couche transport. Et au-delà, voilà, entre la couche session et application, on appelle ça les données. Ok? Donc voilà, petite chose à savoir, mais c'est important. Voilà, c'est... ah oui, également, c'est intéressant de savoir. Donc, il n'y a plus d'encapsulation hein, en dessous de la couche 2. Ça s'arrête à partir d'ici, parce que le flux binaire est converti directement en bits. Donc, le PDU d'ailleurs de la couche physique, hein, pardon, c'est le bit. Voilà. De manière brute, envoyé par signal électrique. Une fois que ça arrive à mon serveur web, et ben en fait, ça remonte les couches, donc mon serveur remonte les couches, il désencapsule, donc il fait vraiment le contraire, il désencapsule chaque message en lisant les en-têtes, et ensuite il répond, et hop, il réencapsule le tout, et mon PC désencapsule. Voilà. Hop. Ensuite, donc l'encapsulation et l'en-tête. Donc les paquets de la couche réseau sont encapsulés dans des trames, qu'on avait vu, par la couche liaison de données. Donc pour cela, on y ajoute un en-tête et une queue de bande. Donc ici, j'ai la structure de ma trame Ethernet. Donc ici, j'ai mes données, les données des couches supérieures à la couche liaison de données. Donc le paquet, le segment et les données des 5, 6, 7. Et j'ai mon en-tête par-dessus et ma queue de bande. La structure, on la verra plus en détail juste après. Alors, les rôles de la couche liaison de données. Donc, ces rôles, il y en a plusieurs. C'est préparer les données à transmettre. Donc les données qui viennent de la couche 3, voilà, je dois les transmettre à la couche 1 ou inversement. Et de contrôler l'accès de ces données au support physique. Petite similitude avec la couche 1. Ensuite, encapsuler les paquets de la couche 3 dans des trames. Contrôler le placement de ces données. Puisqu'on ne met pas les données n'importe comment, on ne met pas les champs des en-têtes n'importe comment. Le verrouillage de trame pour indiquer le commencement d'une trame et détecter les erreurs. Alors, une couche est en réalité plus complexe. Effectivement, un exemple, voilà, en fait, la couche liaison de données, on peut la séparer en deux sous-couches, la sous-couche LLC et la sous-couche MAC. La sous-couche LLC est très proche de la couche réseau, d'accord? Et la sous-couche MAC est très proche de la couche physique. Donc, on peut voir des similitudes à ce niveau-là et un petit peu à ce niveau-là. Alors, la sous-couche Logical Link Control ou contrôle de lien logique en français, donc gère les communications entre les couches inférieures et supérieures, donc c'est-à-dire entre la sous-couche MAC et la couche réseau. Elle aiguille les données vers les protocoles de couche 3, donc ça peut être l'IPv4, l'IPv6 par exemple. On peut dire que la sous-couche LLC correspond au pilote de la carte réseau. Voilà. C'est une sous-couche qui est un peu compliquée par le fait qu'il y ait très peu d'informations là-dessus sur Internet. Il y a par exemple une information que j'ai vue, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi en fait la sous-couche LLC, elle n'est pas utilisée sur la technologie Ethernet. Elle est utilisée pour certains cas, mais pas pour le nôtre.
Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. J'ai des doutes là-dessus, mais voilà, il y a peu d'informations sur cette sous-couche. C'est pour ça que c'est aussi assez complexe. Alors, la sous-couche MAC, Media Access Control ou contrôle d'accès au support. Donc, elle, plus parlante, reconnaître les débuts et la fin des trames dans le flux binaire de la couche physique, déterminer les trames envoyées en insérant des informations, l'adressage en insérant l'adresse MAC source destination dans chaque trame, donc j'ai une enveloppe, j'ai un destinataire et un expéditeur. Détecter les erreurs de transmission grâce au checksum, donc contrôle de somme. Checksum, vous allez le voir souvent dès qu'il s'agit de faire de contrôle d'erreur. CRC, contrôle de redondance cyclique, qui est un calcul mathématique. Filtrer les trames reçues en ne gardant que celles qui lui sont destinées, c'est-à-dire que voilà, quand mon PC va recevoir une trame, il va lire la destination de ma trame, la destination de l'enveloppe. S'il voit que c'est à lui, tant mieux. S'il voit que c'est pas pour lui, il rejette simplement la trame. Et enfin, le contrôle d'accès au support avec le CSMA CD. Les topologies. Donc, topologie, c'est des schémas de connectivité, d'interconnexion entre les périphériques. Donc, vous en avez pas mal qui existent. Néanmoins, il y en a qui sont très peu utilisés, qu'on voit très peu de fois, dans des cas bien précis. On a la technologie qui existe, qui s'appelle le Full Connected Topology ou la topologie maillée, ou en anglais mesh maillée. Donc on a aussi ici une topologie en mesh. Celle-ci serait full mesh et celle-ci tout simplement mesh ou peut-être half mesh. Voilà. Donc ça permet en fait d'interconnecter, on interconnecte tous les périphériques entre eux. L'avantage c'est qu'on a une redondance, donc on peut vraiment passer à peu près par n'importe où. Ça c'est des routeurs par exemple ou des switches. Donc si on a un lien qui est mort ou un switch qui est mort, hop, on peut de toute façon passer à travers un autre chemin. Néanmoins c'est ultra coûteux. Voilà. Et on a la topologie en mesh simple où on ne connecte pas forcément tout. On a une topologie en bus que je vous montrerai un peu plus en détail juste après. La topologie en étoile, donc par exemple on a des PC tous connectés à un hub ou un switch, hub qui n'existe plus. On a la topologie en ring ou dual ring qu'on peut voir sur des technologies qui s'appellent le FDDI. Donc si jamais sur les switches, sur Cisco Packet Tracer, par exemple, vous voyez le nom FDDI, voilà, c'est une technologie. Alors, je ne sais pas du tout dans quel cas c'est utilisé, si ça l'est souvent ou pas. En tout cas, en entendant rarement parler, et je suis pas sûr de voir cette techno un jour dans ma vie. Le principe, c'était par exemple si ce PC veut se connecter, veut envoyer un message à ce PC par exemple, le message va traverser chaque nœud. On a la topologie en arbre, donc ça c'est quelque chose par contre qu'on voit beaucoup, qu'on verra je pense tout le temps. Donc très utilisé, voilà, ça se fait naturellement, mais c'est tout le temps utilisé. Donc par exemple là j'ai un routeur avec plein de switches, et puis voilà, ça me fait un vrai arbre. Et à la fin, mon dernier switch là, j'aurai plein de PC. Alors on pourrait dire qu'à la fin j'aurai une topologie étoile branchée sur un arbre. Les topologies hybrides, donc des combinaisons de topologies, sachant que en général c'est beaucoup d'hybrides. Et la topologie linéaire, ou parfois point à point, donc on a un PC par exemple directement connecté à un autre PC avec l'intermédiaire d'un câble, ça fait une topologie en point à point. Topologie en point à point qui existe néanmoins. Alors la topologie en bus. Donc c'est une topologie que je n'ai pas connue. Je pense que début 90 déjà ça n'existait plus. Et c'était vraiment de la vraie plomberie. On avait un câble en coaxial type BNC ça s'appelait, donc on le branchait sur une prise en T dans ce genre là. Et ça pouvait et toutes les données traversaient un seul câble, donc vraiment un seul fil de cuivre. Le problème c'est que on peut communiquer de façon bidirectionnelle, donc on peut envoyer dans les deux sens. Par contre, pas de manière simultanée, parce que quand je vais envoyer un signal électrique, donc un message de PC0 vers PC3, si jamais un des autres PC fait la même chose, mon signal électrique va se confronter à l'autre, donc j'aurai une collision
une altération modification du voltage, et donc message erroné. Ça n'existe plus. Voilà. Et donc voilà, le réseau peut vite saturer qu'un trop grand nombre de nœuds. Et on a dû inventer évidemment une gestion de collision et un mode qui s'appelle le half duplex ou full duplex. Donc le full duplex, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir souvent sur les switches ou les routeurs en paramètres de configuration. Donc le full duplex, quand vous le configurez, ça permet d'envoyer ou de recevoir des données simultanément. Donc en fait, pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît. Et vous pouvez avoir du half duplex qui permet d'envoyer ou de recevoir des données, mais pas simultanément. Et en cas de half duplex, on a une gestion de conflit qui s'appelle le CSMA-CD, collision détection, ou CSMA-CA pour avoidance. Le avoidance, il est utilisé pour le réseau sans fil. Pour le Wi-Fi, par exemple, c'est du CMA-CA. Donc, qui est un petit peu différent par rapport au CD. Alors, donc le principe, c'est quand un équipement pour déterminer si l'équipement, le support est libre, en d'autres termes, il l'est en fait s'il ne reçoit aucune donnée. Voilà. Il envoie donc une trame à sa destination. Si l'équipement d'en face veut transmettre une trame, donc il doit attendre que le support soit libre. Également, il écoute. Et si les deux équipements transmettent une trame en même temps, on a une collision. Et dans ce cas, les deux PC, les deux périphériques doivent attendre avec un temps aléatoire qui est déterminé avec un algorithme. Voilà. Donc petite information aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre d'avoir du bidirectionnel simultané, du full duplex? Et bien parce qu'avec les câbles Ethernet aujourd'hui, avec les paires torsadées, en fait on a plusieurs fils. On a des fils qui permettent, je l'avais mentionné sur la précédente vidéo, qui permettent d'envoyer et de recevoir en même temps des données. Voilà. La fibre optique, par exemple, vous avez souvent deux fils, un pour l'émission et un pour la réception également. La structure d'une trame Ethernet 2. Alors pourquoi 2? Parce qu'il y avait Ethernet 1 et Ethernet c'est la technologie de communication sur un réseau local, donc LAN, et donc pas WAN, c'est-à-dire pas le réseau extérieur avec le réseau des services providers, FAI, etc. Donc ça mais l'Ethernet c'est la technologie sur laquelle on va travailler, je pense, tout le temps, à part si vraiment vous travaillez sur du réseau externe. Alors, on revoit la structure de l'Ethernet. Donc, au passage, ça c'est la trame Ethernet 2. Elle est faite comme ça. Il peut exister d'autres types de trames, donc, et qui peuvent être un peu différentes. Voilà, ça c'est l'Ethernet 2. Alors, on a ici nos données. Les données des couches supérieures, donc supérieures à la couche 2, c'est-à-dire notre PDU qui est le paquet, et à l'intérieur, bien évidemment, tous les protocoles des couches supérieures, auxquels on met un en-tête de 14 octets et une queue de bande de 4 octets. Alors, pourquoi 14 octets? Pourquoi 4? Alors 4 pour celui-ci, je ne sais pas honnêtement, ça doit être pour le calcul. 4 parce qu'on a 6 octets pour l'adresse MAC de destination, 6 octets pour l'adresse MAC source et 2 octets pour le code EtherType qui indique le type de protocole à couche supérieure. Alors quand je mets l'en-tête, du coup, donc je mets l'adresse MAC de destination en premier, c'est pas l'inverse, c'est en premier. Comme ça permet de savoir quand on reçoit une trame directement, on peut lire l'adresse MAC de destination et de la rejeter au cas où elle n'est pas pour nous. Ensuite, MAC source pour savoir d'où elle vient, et l'EtherType qui indique le type de protocole supérieur. Donc ça c'est l'hexadécimal 0800 qui indique l'IPv4. Voilà, c'est le code qui indique l'IPv4 pour le protocole de couche supérieure. Alors si vous vous souvenez là, tout à l'heure, juste à l'instant, on a parlé de la sous-couche MAC et de la sous-couche LLC. La sous-couche MAC, on a dit qu'elle se chargeait de l'adressage. Donc voilà l'adressage. Et je crois que la sous-couche LLC qui elle communique avec les couches supérieures, je crois que c'est elle qui se charge d'indiquer l'EtherType du coup, ok. Et ensuite voilà le CRC checksum vous allez voir sur pas mal de sommes de contrôle. CRC Cyclic Redundancy Check,
pour la détection des erreurs, en sachant que le contrôle d'erreur n'existe pas uniquement sur la couche Ethernet, d'accord? On a également sur la couche physique un type de contrôle d'erreur qui s'appelle les FEC, voilà, qui est sur la couche physique. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Alors au niveau des données, donc on a une taille maximale sur la trame Ethernet type 2, donc minimum c'est 64 octets et maximum 1518. Donc pourquoi 1518? Alors juste pour faire la référence par rapport aux data, donc on a 14 octets plus 4 ici pour la queue de bande, donc ça fait 18. Ce qui fait que ça laisse au maximum 1500 octets pour les protocoles de couche supérieure. Okay, et ensuite 64, c'est parce que en dessous, on n'est pas sûr que ce soit une collision. En fait, c'est vraiment parce que pour la fiabilité, parce que si la trame est trop petite, on peut avoir plus d'erreurs et on peut la détecter comme une collision. Alors, également, quelque chose qui n'apparaît pas sur cette image, ce qui est normal, c'est le préambule de 7 octets. Donc c'est un champ qui existe également, qui permet de synchroniser l'envoi. Ça nous fait un peu penser à la couche 1. Et le SFD Starting Frame Delimiter, frame en fait qui veut dire trame en anglais, de 1 octet qui indique le début de la trame. Voilà, donc ces deux champs qui n'apparaissent pas ici, tout simplement parce qu'ils ne comptent pas dans la taille de la trame. Ok. Donc taille minimale 64 octets, taille maximale 1518. Les trames supérieures à 1518 sont des trames jumbo, donc ça existe, c'est des trames géantes, néanmoins faut de base, une trame normale c'est 1518. Si la taille est trop grande ou trop petite, elle est rejetée par défaut. Ensuite, les adresses MAC, donc la structure, donc c'est une valeur binaire de 48 bits, hein, d'accord. Donc en binaire, donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas du tout, le binaire c'est des 0 et des 1, et donc ça a une valeur binaire, voilà, de 48 bits, de 6 octets, donc 8 bits c'est un octet. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets, 6 x 8, 48. Alors après aussi pour des raisons, je pense, de simplification, on écrit les valeurs en hexadécimal pour, voilà, tout comme l'IPv6. Donc ça c'est des valeurs hexadécimales. Alors les adresses physiques, ces adresses physiques qui sont uniques au monde, donc elles sont faites vraiment pour vos cartes réseau. Chaque carte réseau a une adresse MAC, chaque périphérique souhaitant communiquer sur un réseau doit avoir une adresse MAC. Donc là c'est vraiment votre identification propre à votre carte réseau. Elle ne peut pas être modifiée. Alors pourquoi? Parce que en fait votre adresse MAC elle est située au niveau de votre carte réseau dans une mémoire qui s'appelle la ROM, qui veut dire Read Only Memory, ou parfois en français mémoire morte. Donc on peut pas cette ROM en fait on ne peut pas la modifier. Donc on ne peut pas modifier également l'adresse MAC. Néanmoins, quand votre PC démarre, il va aller check dans la ROM l'adresse MAC et la copier dans la RAM. Et vu que la RAM on peut y toucher, on peut modifier entre guillemets l'adresse MAC, mais pas directement sur la carte réseau. Ok. Et elle sert à identifier un équipement réseau. Alors ensuite, au niveau de sa structure, donc là on voit nos 6 octets, hein, on peut les partager en deux, parce qu'on a une partie qui est définie par le constructeur, qui définit en fait le constructeur. Donc on a des organismes qu'on avait un peu mentionné sur la précédente vidéo, qui existent, et qui donnent des valeurs au constructeur. Donc par exemple, si j'achète 100 cartes réseau TP-Link, eh ben, je peux avoir les mêmes valeurs sur ces 3 premiers octets, parce que ça définit le constructeur. Néanmoins, les 3 derniers octets sont vraiment uniques. C'est vraiment fait pour identifier le user. On a 2 bits un peu spécifiques au niveau du premier octet. C'est pas quelque chose ultra important à savoir, mais c'est bien c'est une petite notion, au moins de l'avoir vu une fois, de l'avoir entendu une fois. C'est que c'est 2 bits qui peuvent changer en fonction de si l'adresse est unicast, multicast ou broadcast. Si l'adresse est envoyée à un seul destinataire,
à plusieurs, qui s'appelle aussi la multidiffusion, ou en broadcast, en diffusion, c'est-à-dire à tous les périphériques du réseau LAN, du même réseau local. Et évidemment un bit qui indique si l'adresse est unique ou non, si elle a été administrée localement. Et voilà, donc l'OUI qui définit l'Organizationally Unique Identifier et le NIC, Network Interface Controller. Voilà, ça c'était pour l'adresse MAC. Donc il y a différents types d'adresses MAC qui existent, qui sont prédéfinis selon certains protocoles. Donc on a une adresse broadcast, qui est en full F. Pourquoi full F? Eh bien parce qu'en fait, quand en binaire, le broadcast, c'est tous les bits à 1. Et en hexadécimal, tous les bits à 1, ça représente le F. Je ferai une vidéo pour la conversion décimale, binaire aussi vers hexadécimal, au cas où ça peut être intéressant. Ensuite, on a des protocoles voilà, qui utilisent certaines adresses MAC, des adresses multicast, etc. Par exemple, si j'ai un switch, des switches qui utilisent ce protocole, le spanning tree, eh ben, pour communiquer, ils vont envoyer un message avec une adresse multicast qui commence par ces valeurs. L'adresse multicast en IPv6, donc qui commence par ces valeurs également, mais IPv4. Les adresses MAC HSRP, VRRP, qui sont deux protocoles qui servent à la redondance de passerelle. Donc on crée un routeur virtuel, en fait, avec une adresse IP. Et comme tout équipement réseau doit avoir une adresse MAC, même s'il est virtuel, on lui met une adresse MAC virtuelle, qui est bien définie. Donc voilà, c'est des petites informations qui sont sympatoches à savoir. Deux choses aussi. Une adresse source doit être toujours unicast. Seules les adresses de destination peuvent être de multidiffusion ou de diffusion, c'est-à-dire multicast ou broadcast. Et également, quand une adresse MAC de destination doit être multicast ou broadcast, l'adresse IP également. Alors maintenant, on va parler du protocole ARP, donc c'est important, ça fait partie du programme, et puis c'est commun, c'est très utilisé, c'est toujours utilisé d'ailleurs. C'est un protocole qui est utilisé pour l'IPv4. Il sert à lier une adresse IPv4 à une adresse MAC, à faire la correspondance. C'est-à-dire que quand j'envoie un message, évidemment, je dois connaître son adresse IP, et je dois connaître son adresse MAC. En général, voilà. Si par exemple je fais un ping vers un PC, je vais faire ping 192.168.1.2, et ben voilà, je ne connaîtrai pas son adresse MAC, donc je ne pourrai pas compléter ma trame. Okay, donc ce que va faire le PC, c'est créer une requête ARP avec une en-tête spécifique. Alors, ARP fonctionne au niveau de la couche 2 et 3, d'accord, et donc sur le message, en gros, ça va être marqué. C'est une image, hein, d'accord. Il va marquer who is, donc qui est 192.168.1.2. Donc la requête ARP, c'est du broadcast, d'accord. Donc ça veut dire que l'adresse de destination, ça va être full F. Donc si j'envoie par exemple voilà la requête, le switch va le recevoir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la destination, il va l'envoyer sur tous les ports vu que c'est du broadcast. Donc ça peut être assez gênant si on a 1000 PC. Vous imaginez bien que si tout le monde demande l'adresse de n'importe qui, ça peut vite saturer le réseau, et il y a des moyens pour contrer ça, qu'on verra plus tard. Donc seul le PC correspondant à l'adresse IP notée dans l'entête ARP répondra bien évidemment, et là en unicast, à l'adresse IP source de base. Et ensuite, qu'est-ce que va faire mon PC? Il va dire ok, j'ai reçu la requête, la réponse ARP. Je sais que maintenant 192.168.1.2 correspond à cette adresse MAC. Je vais la sauvegarder dans ma table ARP. Donc tous les PC ont une table ARP. Hein. Vous allez dans l'invite de commande, vous tapez ARP-1, vous allez voir des adresses IP avec des adresses MAC. Je crois que le timing c'est 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, ça se vide, et ça permet justement de garder en mémoire un certain temps la correspondance des adresses IP à MAC, parce que sinon
Voilà, si à chaque fois, pour la moindre petite donnée, on est obligé de refaire des requêtes ARP en broadcast, voilà, réseau, ça peut vite saturer quoi, en fonction du nombre des utilisateurs. Donc ça se garde un certain temps. Sur les switches également. Alors maintenant, on va faire un petit peu de dessin, un petit peu d'art, pour vous montrer un peu plus de concret. Alors, je fais un switch là, hop, hop. Autre chose importante, les switches, ils ont également une autre table qui s'appelle la table MAC. Okay. C'est pour faire correspondre les ports aux adresses MAC source. D'accord ? Notez ça après. On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc je dessine un PC tout moche. Alors, donc je vais leur mettre des adresses MAC très simplifiées, ok, pour faciliter les choses. Donc on va supposer que AA et BB se connaissent. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais ARP-A sur les deux, il connaît BB, il connaît AA. Ok, donc je fais un ping. Ok, donc je vais noter la trame AA, BB AA. Donc la destination, la source, avec les données des couches supérieures. Donc j'envoie la trame. Qu'est-ce que voit le switch? Donc il voit l'adresse de destination. Il va faire deux choses. Il va regarder l'adresse de destination. Le problème, c'est que en fait, il ne sait pas où aiguiller la trame. Un switch, voilà, ça fonctionne au niveau 2. Ça veut dire que ça fonctionne, ça comprend la couche physique, ça comprend la couche liaison de données. Donc ça fonctionne uniquement jusqu'à la trame. Ça ne va pas aller regarder le paquet IP, etc. D'accord? C'est une notion qu'on va on reviendra là-dessus plus tard sur les prochaines vidéos. Mais c'est une notion, voilà, déjà qui est bien à savoir. Donc, il regarde la trame, il voit BB, mais il ne sait pas où il se situe en fait sur ses ports. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer sur tous les ports, sauf le port entrant. Donc, s'il y a des PC, voilà, derrière, il va les envoyer de partout. Et c'est uniquement en fait la vraie destination qui va traiter la trame. Les autres vont simplement la rejeter. Ok? Donc déjà ça. Et ensuite, il va faire une deuxième chose. C'est qu'il va noter, il va faire correspondre l'adresse MAC source à l'adresse au port. Justement pour éviter d'envoyer les trames de destination sur tous les ports. Donc, et lui, quand il va répondre juste après, il va répondre bébé, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le switch lit la nouvelle trame qui est AA, BB, data, hop. Enfin, il lit pas les datas, hein, mais il va lire AA, BB, avec évidemment le petit contrôle d'erreur qui va derrière. Donc, il sait là maintenant où se situe AA. Donc, il va pas l'envoyer sur tous les ports, il va directement le transférer sur le port 1. Et donc, le PC AA va pouvoir recevoir la réponse du ping. Et deuxième chose, bien évidemment, il va faire correspondre le port 4 avec l'adresse MAC source de cette trame. Donc, BB. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais refaire un ping? Eh ben, je refais un ping dans l'un ou l'autre, eh ben simplement, hop, il va l'envoyer, il sait déjà où aiguiller la trame, et hop, ça répond, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Donc voilà, ça c'est le scénario, un petit scénario basique du switching. Maintenant, on va prendre un autre cas. On va prendre le cas où, que j'ai mentionné juste avant, où les PC ne se connaissent pas. Donc AA et CC. Voilà. On va dire que sur la table ARP, là, par exemple, AA ne connaît pas CC et CC ne connaît pas AA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? AA va commencer son ping. Par contre, il pourra pas terminer la trame parce qu'il n'a pas l'adresse MAC de destination. Donc, il va créer une requête ARP.
la requête ARP, c'est du broadcast, donc il va faire FF avec adresse MAC de source ça et les trucs protocole de couche supérieure. Ok, donc la trame est envoyée. C'est du broadcast, donc le switch va l'envoyer sur tous les ports. Et c'est simplement le PC qui aura l'adresse IP de destination qui va répondre. Donc CC, quand lui va recevoir cette requête ARP, il va voir, on me cherche, moi, l'adresse IP 192.168.1.3, par exemple. Ok, c'est moi, donc je vais répondre. Hop, je complète, je vais répondre à la requête ARP en la complétant. Et donc là, c'est de l'unicast, par contre, et il va l'envoyer sur l'adresse MAC source de base, l'adresse MAC source de base, donc il sait directement où l'envoyer. Le switch également, il sait que AA se situe derrière le 1, voilà. Donc on fera un peu de semi-pratique sur quand on verra un peu plus de protocole. Je vous montrerai juste un petit peu la base du protocole ARP, bien qu'on a vu une bonne partie. En fait, on a quasiment vu le fonctionnement, comment ça se passait, et surtout par rapport à la table Mac qui est important. Mais c'est mieux de le voir vraiment en semi-pratique sur Cisco Packet Tracer, parce que des fois on peut trouver des choses assez étonnantes quand on ne connaît pas le fonctionnement. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc je résume, la couche du modèle OSI, la couche 2. Donc c'est une couche qui est entre la couche 1 et 3. Donc c'est elle qui travaille au niveau des trames. Donc c'est le PDU de la couche 2, la trame. Donc c'est son message auquel on encapsule les données de la couche 3 en y insérant un en-tête avec une adresse de destination, une adresse source, une queue de bande qui sert de contrôle d'erreur. Voilà à quoi ça sert. Et on a des choses qui appartiennent à la couche 2, donc les adresses MAC, on a vu que c'était 48 bits, 6 octets, que c'était en hexadécimal. Qu'est-ce qu'on a ? On a vu des petits fonctionnements sur la gestion des conflits, les différentes topologies. Voilà, c'est des choses qui appartiennent à la couche 2 dans des notions. Voilà ce que représente la couche 2. Avec, évidemment, il y a d'autres protocoles qui existent, mais qu'on verra, il faut s'y connaître un petit peu plus en réseau, sinon on va tout mélanger. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. De toute façon, si vous voulez vraiment des choses peut-être plus théoriques, avec plus de précision, vous pouvez toujours voir sur Internet. Libre à vous, moi je vous donne vraiment les bases, les explications, des choses qu'on ne trouve pas forcément sur les sites, avec mes mots à moi. Écoutez, n'hésitez pas à me donner des retours, vraiment, si vous êtes quelqu'un même qui s'y connaît et qui s'y connaît pas, dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous y connaissez pas, dites-moi si vous voyez un peu plus clair dans l'ensemble. Alors évidemment, ça suffit pas pour comprendre le réseau entier. Il faut au moins s'attarder sur la couche 3 pour savoir comment fonctionne le réseau. Et ce sera avec plaisir que je vous donnerai toutes les infos que je pourrais vous faire partager. Voilà. Donc on se dit à la prochaine. Ciao ciao.